Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Alexandre Dumas et je suis privilégié de pouvoir vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette émission Forum Débat sur les grands enjeux qui meublent ici toute la problématique du développement minier, puisqu'on parle d'un boom minier à Fermont, non seulement à Fermont, mais dans l'ensemble de la Côte-Nord, mais Fermont constitue, à toute fin utile, le fer de lance de cette grande aventure du développement minier que connaît le Québec. Des milliards de dollars d'investissement, des milliers d'emplois créés, des perspectives à court, moyen et long terme qui laissent penser, à l'heure actuelle tout au moins, que la ville de Fermont, à proprement parler, peut être aux prises avec des problèmes d'engorgement, des problèmes qui peuvent être imputables forcément à d'autres instances gouvernementales, des problèmes, par contre, qui amènent des solutions qui sont issues du milieu ici. Et pour en parler ce soir, on a avec nous des représentants de tous les secteurs de la communauté, de la société, qu'ils viennent du milieu de l'éducation, de la santé, des services sociaux, de l'industrie et également du monde politique, du monde municipal. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait preuve de beaucoup de patience. Une patience qui est mise, il faut en convenir, probablement à rude épreuve quand on parle de développement et de croissance ici à l'heure actuelle. Et je vais d'entrée de jeu vous poser la question, Madame la mairesse Lise Pelletier. Avez-vous l'impression que la ville de Fermont est un peu l'otage, finalement, du gouvernement du Québec et des autres instances qui peuvent détenir à l'heure actuelle la clé, la solution ou encore tout au moins la commande pour démarrer vraiment le développement à la hauteur de vos attentes et de vos besoins? C'est certain qu'on a tous ces attentes-là. Le défi que la ville de Fermont a relevé est quand même assez important. Alors, la clé, oui, on a une clé, on a une porte qui est en train de s'ouvrir parce qu'on a des développements miniers à Fermont de près de 3 milliards de dollars d'investissement, des deux minières ArcelorMittal et Cliff. Alors, cette annonce d'investissement a des impacts au niveau de la communauté, autant du côté positif, mais aussi également l'aspect négatif, parce que je pense que c'est des aspects aussi... C'est probablement un des plus beaux problèmes qui puisse exister. De beaux défis, tout à fait. Des communautés qui vivent une croissance comme la vôtre, il n'y en a pas des tonnes. C'est un cas unique, sinon au Québec, peut-être même dans l'ensemble du Canada. Comment allez-vous réussir à gérer tous les enjeux qui sont par contre reliés à des secteurs stratégiques aussi vitaux que sont par exemple la santé? Je vais vous poser la question, vous, M. Ducharme, qui êtes le directeur général du CSS de l'hématite. Alors, bien sûr, M. Dumas, pour nous, le centre de santé, la venue d'investissements aussi importants où au moment où on se parle, il y a à peu près comme 1000 travailleurs de la construction qui travaillent autant à faire des routes ou à construire des maisons ou à travailler très spécifiquement avec les minières à leur projet. Ça a un beau défi, effectivement. Alors, au moment où on se parle, on est confronté à un double défi, à savoir que le gouvernement du Québec, de par la loi 100, la loi qui oblige l'ensemble des organismes du gouvernement à réduire leurs dépenses, alors que au même moment, je suis en excroissance de services. Ben oui, en quelque sorte. Alors, c'est bien évident qu'on a des gros défis au moment qu'on se parle. Parce que, jusque dans une certaine mesure, on a pu absorber un supplément de clientèle. Jusque dans une certaine mesure. Et voilà, il y a quand même une limite. La venue de la deuxième mine du lac Bloom, qui est aujourd'hui gérée par Cliff, à cette époque-là, a été un défi en soi de recevoir cette clientèle-là. Il y a des secteurs plus que d'autres qui sont affectés. À titre d'exemple, nous, nos gens, pour la plupart, ont accès à des services à l'extérieur de notre région pour des services spécialisés, etc. Alors, ils ont droit à des déplacements par avion.
Imaginez les impacts que ça a eu sur les services à cet égard-là. Alors, c'est ce genre de défi-là qu'on doit rencontrer, mais le plus grand, je vous l'ai dit tantôt, c'est de vivre avec une commande très claire de réduction de dépenses en lien avec la loi 100, mais aussi avec une règle qui est fort normale, c'est qu'on doit donner des services de qualité à l'ensemble de la population. Et ça inclut les gens aussi qui sont de passage. Oui. Alors, on doit vous regarder d'un drôle d'œil au Conseil du Trésor et au ministère des Finances. Bien, je dois vous avouer que les relations sont pas toujours faciles parce qu'ils ont quand même le défi, eux, de s'assurer que les objectifs de la loi 100 vont être respectés. Oui. Globalement. Alors, nous, on leur dit, ben c'est parce qu'on a une réalité tout autre. Et on peut nous servir, ben oui, ailleurs aussi, il y a d'autres réalités. Comme la nôtre, je serais surpris. Oui. Et les gens en santé et les gens qui sont malades, forcément, il faut quand même les loger. L'habitation, le logement, c'est probablement l'enjeu le plus crucial, le plus cuisant à l'heure actuelle. Comment, je vais poser la question à Mme Lebloc, comment une entreprise, ArcelorMittal en l'occurrence, est en mesure de gérer le fait d'entreprendre probablement des grands projets de développement, construction de HLM pour les travailleurs en transit, les fly-in, fly-out, comme on les appelle, et comme dirait Molière. Comment réussit-on à gérer ça alors que les autorisations n'ont pas été quand même données? Est-ce que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, pour employer une expression consacrée? C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que du côté d'ArcelorMittal, au moment où nous, on amorce le plan d'expansion et donc la construction du plan d'expansion, des discussions ont été établies avec la Ville de Fermont afin qu'on puisse mettre en place des camps temporaires. Et effectivement, il y a quelques camps temporaires à Fermont et près aussi du site mini qui ont été érigés. Alors, on parle en ville... plus précisément, là, dans le bout du parc industriel, on va avoir 2 camps temporaires qui ont été installés, un camp de 200 personnes et un de 66. On a également du côté ce que nous on appelle le camp Lagopède, 300 places, et on a un méga centre du côté du Mont-Raid pour accueillir 1000 travailleurs. Donc ça, ce sont des camps qui ont été mis en place de façon temporaire, en accord avec la Ville de Fermont, pour les travailleurs de la construction. Ce ne sont pas des travailleurs d'ArcelorMittal, ce sont des gens qui sont des travailleurs de la construction qui viennent voir à la construction des différents bâtiments dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre un plan de 24 millions de tonnes par année. C'est une mesure transitoire, temporaire. Effectivement. Parce que les unités qui sont construites, par contre, éventuellement, pourront servir aux travailleurs permanents. Mais alors, ce qu'on fait parallèlement à ça, à Fermont, c'est qu'on est en train, effectivement, de mettre en place ce que nous, on appelle un complexe résidentiel pour nos employés non résidents, communément appelés les gens qui sont en fly-in, fly-out. Et ça, c'est un bâtiment permanent qui est en train d'être érigé actuellement. Et c'est un bâtiment qui contiendra 260 places, donc peut-être à peu près 200 chambres qui pourront être utilisées pour les fins de nos employés à ce moment-là et non plus les gens de la construction. Oui. Je vais lancer la question maintenant de façon assez ouverte à peu près tout le monde. Comment une communauté comme la vôtre peut réussir à assumer, à rendre le service à la population avec des infrastructures et avec également peut-être une structure qui ne sont pas, comment dirais-je, conformes à l'ampleur du besoin qui est là et que vous réussissez à gérer? Si vous me permettez, allez, M. Duchamp. Je trouve la question très intéressante. Évidemment, moi, de par l'objet de notre établissement, sa mission, c'est de rétablir, maintenir puis améliorer l'état de santé de la population. Il y a des grandes lignes qui nous guident. Il y a 12 déterminants de la santé. Il y a 5 capitaux dans une communauté qui doivent être respectés. Alors, c'est sûr que nous, on dit souvent, ben, on vise et on souhaite qu'il y ait une occupation du territoire. Et on comprend le fly-in, fly-out, soit dit en passant, OK? Ce qu'il faut peut-être, et j'ai pas nécessairement la vérité toute pure là-dedans, ce qu'il faut considérer, c'est pourquoi il y a du fly-in, fly-out aujourd'hui. Pourquoi on n'occupe pas le territoire et de faire un développement qui s'appelle Fermont,
Je vous donne un exemple. Il y a pas plus tard que 50 ans, c'est pas loin 50 ans là, dans la vie du monde. Il y a 50 ans, cette île était un village de pêcheurs. Là. Alors, allez voir cette île aujourd'hui, c'est une ville industrielle qui avait le fer comme fer de lance. Et aujourd'hui, ils se sont diversifiés. Il y a aussi l'aluminium. Et tout ça, c'est diversifié autour de ces deux grands chantiers. Maintenant, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'on veut, nous. Est-ce qu'on veut un chantier permanent qui se terminera dans 30, 40, 50, 60 ans, ou on veut occuper le territoire puis essayer de le développer. Maintenant, il y a des conditions à ça. Les conditions que je pense qui doivent être respectées dans ce domaine-là, c'est de permettre à la municipalité, permettre aux minières de dire oui, on va aller de l'avant, parce qu'on a tout autant d'avantages de le faire là en permanence que de le faire en fly-in, fly-out. Et là, je m'explique. Quand tu fais du fly-in, fly-out, ben, tu as des dépenses qui rentrent en contrepartie de tes revenus. Et donc, fiscalement, ça peut être pas mal plus avantageux que de dire je construis des maisons puis j'installe mon monde, que ça va rien te donner. Tu es obligé d'immobiliser ton investissement. Alors que là, les dépenses, ben, ils sont considérés comme des économies, pas des économies, mais bon, si on prend en considération sur le plan fiscal. Alors, c'est ça, moi, je pense qu'il faut voir, parce que nous, c'est sûr, quand que je gère une clientèle fly-in, fly-out au niveau du centre de santé, ça a une dynamique tout autre. C'est pas des gens permanents. Le tissu social, tout l'aspect social est différent. Il y a des difficultés ou des problèmes autres que quand c'est du fly-in, fly-out. Alors, grosso modo... Oui. Si on tient pour acquis que le malheur des uns peut faire le bonheur des autres, poser la question peut-être à un représentant syndical, du syndicat des métallos, M. Thibodeau, est-ce que ça fait l'affaire peut-être des organisations syndicales de voir des populations de travailleurs nomades comme celle-là? Ou si on cohabite pour des raisons de coexistence pacifique, simplement? Je vous dirais qu'on est les seuls présentement à avoir un système hybride. C'est-à-dire avoir des travailleurs qui sont résidents et des travailleurs en navettage. Puis amalgamer tout ça ensemble, faire fonctionner tout ça ensemble, c'est pas évident. On est les premiers à avoir inscrit ça dans une convention collective, à avoir déterminé comment ça va se passer. Puis je vous dirais que 50% de mon temps est passé à discuter avec les travailleurs qui sont là-dedans, pour qui la lettre, d'un côté, ne fait pas leur affaire, puis de l'autre côté, la lettre fait leur affaire. Puis on nage dans tout ça, mais c'est pas... c'est tout qu'un défi. Puis c'est certain que, comme nous autres, notre entente, elle est neuve, elle est jeune. Elle va sûrement finir comme le reste de notre convention collective, grandir à travers ces 50 ans d'histoire que notre local a actuellement. Puis... on va réussir à faire quelque chose là-dedans, mais je vous dirais, d'entrée de jeu, là, jongler avec tout ça, satisfaire un, satisfaire l'autre, là, on n'est pas capable. Avec toute cette question, fly-in, fly-out, malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit souvent, Mme la mairesse, comment arrivez-vous quand même, à travers tout ça, parce que c'est un problème quand même qui est majeur ici, à faire en sorte que ça puisse s'arrimer, s'harmoniser, et qu'on puisse faire en sorte de pouvoir vivre avec cette réalité, cette problématique-là, assez cuisante? Alors, c'est sûr qu'on est une petite communauté, puis avec tous ces grands impacts, quand on reparle du niveau du flying, fly-out, sur la venue de tant de travailleurs qui à peu près doublé. Hein, la population de Fermont est de 2900 habitants. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une population qui est doublée. Alors, ces impacts-là, c'est l'annonce du 20 mai dernier, c'est boum, là, c'est boum comme ça. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose pour une population qui fait qu'on est affecté parce qu'il y a tant de travailleurs qui arrivent en même temps. On regarde au niveau de la coop également, les stationnements, alors aussi de rencontrer ces sous-traitants-là aussi en même temps, parce que il y a quand même une vie. On est une communauté dynamique à Fermont. On ne veut pas devenir une ville dortoir, parce que ça, je pense que c'est important de le dire. On est tous conscients également de ça. Maintenant, comment on va faire pour l'année 2012? Parce que notre année 2012, Pierre, on sait que c'est quand même une année, je pense pour tout le monde ici, c'est une année charnière. Quand on parle d'une année charnière, c'est-à-dire de par les développements, on a quand même fait, on a du travail avec notre plan d'action aussi également
Alors, c'est sûr que de par toute la venue de ces travailleurs-là, du côté de la santé, du côté de l'économie de la ville, on veut avec des gens qui s'installent avec des familles. Alors, l'équilibre en tout ça, de voir une population la communauté qui est existante, elle est importante, mais l'équilibre de notre qualité de vie est un petit peu fébrile avec ça. C'est sûr que c'est quand même un impact important. Alors, c'est quand même un défi là, qu'on va y travailler très fort d'ici les mois à venir. Le logement, l'éducation. Justement, on a avec nous M. Claude Lebel, la commission scolaire du FAIT. M. Lebel, bonsoir. M. Lebel, accueillir un nombre d'enfants quand même qu'on n'avait peut-être pas envisagé de voir ou pouvoir accueillir. Est-ce qu'on a un plan quinquennal qui nous permet de penser que dans 5 ans, par exemple, on sera en mesure de faire face à une demande qui pourrait, à l'heure actuelle, être vraiment comme un effet de débordement aujourd'hui? C'est sûr, la clientèle est analysée d'année après année. Je crois que le plus gros problème qu'on a en ce moment, en cause du boom économique, c'est lorsque des familles arrivent septembre, octobre, novembre, puis ils ne sont pas prévus. Ça fait des ajouts dans les classes, puis quand on parle comme du mois de décembre ou janvier, c'est très difficile de penser qu'on pourrait ouvrir de nouvelles classes. Quand on le fait en septembre-octobre, ça peut aller, mais c'est très dur pour un enfant de changer de classe au mois de janvier. Donc, ça occasionne des problèmes au niveau des enseignants, puis au niveau des jeunes aussi, ça fait beaucoup de jeunes dans les classes. Puis on peut réajuster, moi je dirais jusqu'à fin octobre. Là. Passer ça, il faut attendre l'année d'après. Oui. Est-ce que les jeunes, dans tout ça, est-ce que ce ne sont pas peut-être un tout petit peu les parents pauvres de ce développement à l'heure actuelle qui se produit? Je vais vous poser la question, Madame, au Centre Jeunesse Emploi. Est-ce que les jeunes peuvent trouver un tout petit peu leur part dans tout ça? Ils peuvent tirer leur épingle du jeu correctement à l'heure actuelle? Mais je crois sincèrement que pour la jeunesse fermontoise, pour la jeunesse nord-côtière, c'est le début de quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est l'accès à une énorme quantité d'emplois dans des domaines extrêmement variés. Par contre, à l'heure actuelle, ce qu'on vit dans l'étape de construction, c'est que malgré le fait que le plan d'action du Plan Nord semble sincèrement s'adresser et exiger des compétences et une qualification de diplomation minimale et encourager les entreprises à faire comme telles, présentement, pour ce qui est du domaine de la construction, ce qu'on rencontre, c'est tout autre. Donc, un jeune fermontois qui se retrouve pour toutes sortes de raisons, aujourd'hui avec un secondaire 2 à qui on va offrir 25 $ l'heure, le choix entre une poursuite de son éducation pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires et cet emploi-là, évidemment, est rapidement fait, pour toutes les mauvaises raisons, mais rapidement fait par le jeune. Tout ce que moi, je peux présager, c'est un problème dans l'avenir. Quand ce boom-là sera passé, on va avoir une quantité de jeunes qui auront développé de nouvelles habitudes de consommation, qui se sont habitués à un rythme de vie complètement différent et qui, là, on va leur tirer la couverte de sous les pieds. Et bien entendu, le retour aux études risque à ce moment-là d'être compliqué. Donc, oui, pour certains, ceux qui feront les bons choix, je pense, et qui seront bien informés, et ça aussi, c'est un rôle qu'on a, d'informer dans les métiers qui sont nécessaires, de favoriser l'accès à l'éducation, évidemment, sur la Côte-Nord, favoriser l'éducation à distance pour un actif à partir de Fermont. Donc, tout ça, là, c'est quelque chose qui, oui, c'est intéressant. Présentement, est-ce que c'est une problématique? Absolument. Non. Est-ce que, d'un autre côté, ça passe comme solution strictement par la formation professionnelle de ces clientèles-là, ou s'il y a d'autres formules qui peuvent être disponibles? Vous posez votre question en lien directement avec l'employabilité? Oui. C'est certain que ma position personnelle et celle du Carrefour Jeunesse-Emploi, de même qu'Emploi Québec pour lequel on est mandataire, est évidemment l'accès à un diplôme, à une qualification certifiée. On n'est pas face à quelqu'un qui aurait une 50aine d'années, 25 ans de métier, qui présenterait des compétences accumulées au fil du temps. Donc, si on reste dans la clientèle jeunesse, oui, absolument que ça passe par l'éducation. Il y a aussi une autre problématique. Je vais revenir de façon plus, comment dirais-je, macroéconomique. Toute la question des infrastructures. On entendait récemment, vous-même, Madame la mairesse, avec une homologue de Port-Cartier, en l'occurrence, presser le gouvernement d'agir pour pouvoir vous délivrer les outils qui vous permettent d'avoir à émettre des permis, des certificats d'autorisation. Où ça en est rendu à l'heure actuelle? Et est-ce que vous avez l'impression d'être un tout petit peu comme laissé pour compte
au regard du plan Nord dont on parle beaucoup et dont vous êtes un élément clé dans l'échiquier? C'est sûr que la Société du plan Nord elle a quand même un impact important, le fait que ce n'est pas encore adopté au niveau du gouvernement. Par rapport au niveau des infrastructures, bon, on a quand même vécu beaucoup d'expérience et d'expertise dans les derniers mois. Et on a quand même l'implication du MDDEP, autant du MRNF aussi, de par ce que l'on vit, parce que c'est du jamais vu ce que l'on vit présentement à Fermont. C'est sûr que l'accompagnement du gouvernement a un impact important pour mettre les projets de Fermont dans les listes premières, là, du côté du MDDEP par rapport au certificat d'autorisation. Alors, le fait qu'on a dans les derniers mois, fait certaines expériences, maintenant, aujourd'hui, on croit qu'on est en avance dans des positions. Alors, dans les mois dans les semaines à venir, on planifie, on a des rencontres, une rencontre intéressante avec les élus. Pourquoi? Bien, pour planifier nos priorités, mais d'être en sûr que le gouvernement soit prêt. Ça veut dire l'accompagnement du gouvernement, elle est là, mais là, c'est le financement. Alors, le financement, ça va être un point majeur et important parce que pour faire en sorte qu'on soit capable d'ouvrir des rues à Fermont, exemple, un terrain avec une roulotte, juste s'il n'y a pas d'infrastructure, c'est 90 000, là, l'infrastructure et le terrain. La roulotte n'est pas dedans, elle n'est pas sur le terrain. Uniquement pour un lot. Uniquement pour un lot. Alors, comment on peut faire en sorte un partenariat avec le gouvernement, mais aussi avec les minières? Alors, à mon avis, c'est pas assez vite encore. Alors, on pèse beaucoup sur le bouton et on le pousse à fond pour qui? Bien, pour les gens là, du milieu. Quand on parle de partenaires, c'est sûr que c'est évident pour nous avec les minières, ArcelorMittal et Cliff. D'ailleurs, on a passé une résolution en décembre dernier. La résolution, c'est de faire un partenariat. Alors, c'est ce qui explique un peu notre cahier des priorités, d'avoir les sommes nécessaires, mais pour accueillir des nouvelles familles. Alors, accueillir ces familles-là, c'est d'avoir un certain programme qui va faire en sorte que nos infrastructures vont être là aussi également. Alors, oui, tout à fait, on a pris l'expérience et maintenant, avec les gouvernements, les démarches s'avancent quand même assez très bien. C'est quoi les grandes priorités, finalement, en termes d'infrastructure? Est-ce que c'est de pouvoir, outre le fait d'ouvrir des rues, d'avoir des services d'aqueduc, de traitement, filtration des eaux, par exemple? Ce sont des investissements majeurs, importants. Comment peut-on être en mesure de penser qu'on pourra financer tout ça? Vous savez, juste ouvrir une rue, c'est quand même, on peut dire, 5 000 à peu près du linéaire. Alors, c'est quand même assez dispendieux. On parle d'ouvrir une rue, mais aussi lampadaire, asphalte et tout ça. C'est sûr que c'est des coûts énormes. On ne peut pas, nous, la Ville, subir juste à faire nous-mêmes, juste mettre l'argent parce que c'est les citoyens qui vont être touchés. Les citoyens, c'est les payeurs de taxes. Alors, c'est sûr que l'argent, elle n'est pas, mais est en mesure de s'en venir là, par rapport aux minières, au niveau des rôles d'évaluation, des retours d'argent. Alors, c'est sûr. Puis aussi, au niveau de traitement des eaux usées, on a quand même le traitement des eaux usées, il y a eu quand même des investissements et des travaux qui ont été faits dans les dernières années. C'est sûr que pour faire tout ça, puis en même temps, on a un délai. Hein? On a un délai de 4 mois. On ne peut pas tout construire en hiver. Il y a des choses qu'on peut faire. Oui. Maintenant, c'est pour ça que les 4 mois de l'été vont être importants pour nous. Est-ce que ça va être un règlement d'emprunt? Déjà là, cette semaine, on a des réservations de terrain, ce qu'on n'avait pas là 6 mois. Les gens réservent des terrains. C'est assez surprenant ce qui s'en vient là présentement. Est-ce qu'on peut penser que Fermont pourra s'ouvrir en termes d'immobilier ou d'habitation au marché libre, par exemple? Au libre marché, ou un jour ou l'autre. Je pose la question peut-être, tiens, M. Bouchard, vous qui êtes au CLD, entre autres, en plus d'être un élu municipal. Oui, au niveau du CLD, au niveau du développement résidentiel, le CLD, pour pas faire grands efforts, le mandat du CLD n'est pas de bâtir des résidences. Le mandat du CLD, c'est du support à la petite entreprise, c'est du support de financement. On dirait même que le CLD, c'est du capital de risque. La difficulté que nous avons au CLD à l'heure actuelle, c'est qu'on est simplement incapable de suivre le développement qui s'en vient. Je dirais qu'au courant de l'année 2012, voire 2013, on sait qu'on va être débordé parce que nos grands développeurs qui viennent s'installer ici vont avoir besoin de ressources matérielles, de ressources humaines. Ils vont avoir besoin de petits contracteurs qui vont travailler pour eux autres. Ce petit contracteur-là qui vient s'installer maintenant à Fermont vient s'asseoir au CLD à l'heure actuelle et puis
principalement, va demander un capital de financement pour être capable d'ouvrir genre un petit bâtiment, une shop, un entrepôt, un bureau. Il va vouloir engager 1, 2, 3 personnes. Est-ce qu'il y a un risque pour cet entrepreneur-là de ne pas trouver du personnel eu égard au fait que chez les minières, on paie des salaires qui ne peuvent tolérer la concurrence, finalement? J'allais dire, M. Dumas, que vous venez de mettre le doigt sur le bobo, mais je dirais pas le bobo, je dirais l'immense abcès à l'heure actuelle de rétention de la main-d'œuvre. Et c'est quoi la solution à ce moment-là? Bien, la solution, elle est dure à trouver parce que si vous je vais vous expliquer la difficulté qu'on vit maintenant, aujourd'hui, au CLD. Aujourd'hui, présentement, je passe voir ma directrice générale, puis on fait par le page Georges, puis des dossiers, ça d'épais d'entreprises qui veulent venir s'établir ici, puis qui cherchent du capital pour être capable de créer un emploi, d'avoir une structure, d'avoir un fonds de roulement, être capable d'acheter du matériel avec une mise de fonds locale. Le dossier se dépêche. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, ma directrice générale, pour faire virer le CLD, est seule. On n'a plus de secrétaire parce que nos grands développeurs sont venus les chercher. On n'a plus d'avenant de développement rural parce que nos grands développeurs sont venus les chercher. On cherche un agent de développement touristique. On a de la misère à s'en trouver aussi parce que on a le choix entre un salaire que je qualifierais de raisonnable dans l'ensemble de la population du Québec. Mais c'est impossible. Une secrétaire qui va travailler pour un grand développeur ou une grande minière ici, la secrétaire va faire 80, 85, 90 000. Si la madame n'est pas contente de son job de secrétaire, elle va pouvoir toujours tomber sur elle peut appliquer pour un poste d'opérateur de camion. Là, elle va monter 120, 125 000. À ce moment-là, comment voulez-vous être capable d'avoir une rétention ne peut pas personnelle? concurrencer cet ordre de salaire-là. Je dirais le problème, peut-être aussi, qui se rajoute à ça, c'est toute la spéculation immobilière qui se fait. Les gens entendent dire ça développe, ça bouge à Fermont, il y a de l'argent, on monte, on vient, mais je suis pas convaincu, moi, parce que j'en ai des membres qui viennent me voir au bureau et ils disent, regarde, me faire bâtir quelque chose ou m'installer quelque chose, parce que le logement est vraiment problématique à Fermont, mais me faire bâtir quelque chose, on parle de minimum 250 000. Ça ne m'intéresse pas d'investir cet argent-là ici, parce qu'on sait qu'on est cyclique. Actuellement, là, on est en montant, le pic n'est peut-être pas encore atteint, mais on sait tout à un moment donné, ceux qui ont l'expérience du monde minier, ça va planter à un moment donné. Ça fait que tu fais quoi avec ta bâtisse que tu as payé 250 000? Le gars qui s'installe à côté de chez nous, là, moi, j'ai payé 29 000 pour la mienne. Le gars qui s'installe à côté de chez nous, puis ça coûte 300 000 pour sa maison, là, bien qu'il s'en aille, là, comment est-ce qu'il va avoir pour sa maison? Il va avoir à peu près qu'est-ce que j'ai. Ouais. Le problème, c'est un investissement quasiment à fond perdu, d'après vous. Ben, les gens, c'est ce qui les empêche, c'est ce qui les arrête. Ça fait qu'il y a des promoteurs qui s'intéressaient de monter, mais de demander cet argent-là pour quelque chose, pas sûr. Mme Pelletier, vous sembliez exprimer un certain désaccord. C'est là le défi qu'on a à relever ensemble. Parce que puis je suis d'accord avec Pierre quand on dit que les gens n'achèteront pas des maisons à 250 000, à 300 000. C'est vrai, ça. Maintenant, comment on peut faire ensemble, si on a un fonds, nous, la Ville, ça serait intéressant d'avoir un fonds, afin de se servir de ce fonds-là pour être capable d'accueillir des familles puis mettre des infrastructures. OK? Des infrastructures pour voir combien de coûtent les terrains aussi, avoir un certain équilibre. Puis aussi, de ne pas faire des éléphants blancs. Je veux dire, on pourrait construire des choses, mais il faut être prudent aussi également. Il faut savoir qu'est-ce qui s'en vient, il faut savoir qui va prendre sa retraite, il faut avoir certaines données aussi par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de voir une spéculation se faire, ou une sorte de troc, peut-être, ou d'échange, plus ou moins... comment dirais-je, de zone grise, finalement, quand on parle de logements subventionnés. Est-ce que c'est un problème que vous rencontrez, madame, chez ArcelorMittal, vous qui êtes le plus gros propriétaire immobilier, finalement, là, ici? Bien, écoutez, au fait de dire que nous sommes le plus gros propriétaire immobilier, j'apporterais peut-être un petit bémol à cette phrase-là. Il faut savoir qu'effectivement, ArcelorMittal a un lien avec la majorité du parc immobilier, des maisons du parc immobilier de Fermont. Par contre, ArcelorMittal n'est pas le propriétaire des maisons du parc immobilier de Fermont. On s'entend que lorsqu'un employé vient travailler chez nous et qu'il obtient une maison, il y a un acte notarié et la maison devient la propriété de l'employé. Par contre, il y a quand même un cordon ombilical qui relie la maison avec la compagnie, l'employé avec la compagnie. Donc, la compagnie n'est pas propriétaire de l'ensemble des maisons. Un droit de rétrocession, ni plus ni moins.
fait. Donc, c'est un accord qu'il y a. C'est dans l'acte notarié. Mais effectivement, les gens sont propriétaires avec une obligation de revente à la compagnie et de rachat de la part de la compagnie. Parce que dans le cas où, comme M. Thibodeau le disait, c'est un monde, c'est cyclique. Et dans le cas où le cycle va tomber en bas complètement là, du cycle et que la courbe va être vraiment au plus bas, je pense que les gens seront aussi très contents que la compagnie les rachète leur maison le moment venu. Là. Donc, ça va dans les deux sens. Contrairement à ceux qui, dans une phase de vieillissement, s'approchent de la retraite et qui voudraient quand même continuer à demeurer à Fermont et à y finir leur jour. Vous avez une opinion là-dessus, vous? Oui, mais... Excuse, tu as terminé, Réjeanne, excuse. C'est qu'au-delà du logement fourni par, justement, la grande entreprise. Donc, ArcelorMittal, je les sais, aptes à répondre aux besoins de leurs employés. Ils ont les moyens financiers, ils ont l'expertise, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. J'imagine, puis je sais la même chose du côté de chez Cliff. Ça répond quand même pas aux besoins des entreprises de services. Parce que cette arrivée-là, importante de nouvelles populations, même si elle est en transit, le moment qu'elle est ici, est consommateur de services. On n'a qu'à penser là, à l'entretien ménager bien simple du centre commercial qui, si auparavant on passait le balai à tous les jours à 7 heures, ça allait au lendemain matin et c'était parfait. Maintenant, on a un roulement quasi 24 heures par jour. On a besoin, il y a plus de besoins, donc on doit offrir plus de services. Et là, on faisait un lien, tantôt on parlait de développement économique et on réalisait bien que le promoteur qui va se proposer à venir ici, doit non seulement, dans son plan, y avoir les finances nécessaires pour établir son entreprise, mais également se loger et fort probablement y loger ses employés qui n'auront pas accès à du logement des grandes entreprises et qui n'auront pas les moyens financiers de se payer une maison au prix du marché actuel qui est déjà hors de prix. Donc, le logement, c'est le nerf de la guerre et tout part de là. Et là, on ne parle même pas de logement social, là. Je parle vraiment de logement pour des gens qui sont en emploi, qui rendent des services nécessaires à la population. Et ce logement-là, et c'est là, le plan d'action quinquennal du Plan Nord prévoit toutes ces problématiques-là. Le gouvernement les a tous entendues, elles sont tous là. Sauf que quand on lit le plan d'action, il se lit comme un peu comme un beau plan, un document en préparation de quelque chose à venir. La réalité à Fermont, elle est tout autre. On est en plein dedans. En plein dedans, c'est ça. Madame Lebloc, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, monsieur? En fait, je me permettrais de faire un lien entre les propos de Mme Marcotte et les propos de Mme Pelletier. Mme Marcotte le dit très justement, le nerf de la guerre actuellement, c'est définitivement le logement. Au-delà des minières, c'est définitivement le logement. Il y a des entrepreneurs, par exemple électriques, qui malheureusement ont beaucoup de difficultés à avoir des employés parce qu'ils ne peuvent pas les loger ou vont les loger chez eux temporairement, mais ça fait un temps, ça ne fait pas tout le temps. Ce qu'il ne faut pas oublier, et là j'en viens au propos de Mme Pelletier, c'est qu'elle le disait tout à l'heure, ce qui va pouvoir nous aider à avancer, ça va être la création de la Société du Plan Nord. Et tant il y a aussi longtemps que ce ne sera pas créé et mis en place, on ne sera pas capable d'avancer. Parce que la Société du Plan Nord nous permettra d'encadrer justement ce développement économique-là et surtout les aides financières que le gouvernement pourra apporter comme aux différents services publics, non pas à l'entreprise privée, mais bien aux services publics, donc des fonds publics pour des services publics. Et c'est de là que l'importance de ce que disait Mme Pelletier tout à l'heure, qu'il va devoir y avoir cette création de la Société du Plan Nord qui se fasse assez rapidement pour que la Ville puisse être en mesure de gérer, de s'asseoir avec le gouvernement, avec les minières et avec d'autres intervenants pour justement faire avancer là, cette problématique, ou du moins la résoudre et voir comment on peut, avec des investissements publics, gérer les problèmes publics. Et M. Charest est tout à fait d'accord avec ça, puisque lui-même, le 20 mai dernier, le disait, nous allons aider les communautés dans le contexte des plans d'expansion des différentes minières, dont le plan d'expansion d'ArcelorMittal. Le problème, c'est que, comme vous le dites, on est, nous, déjà en plein cœur de tout ça, dans l'œil quasiment de la tempête. Vous vouliez rajouter quelque chose, M. Ducharme? Bien, en fait, je trouve ça le fun de voir la discussion. J'ai l'impression de reculer 1 an, sinon 2 ans en arrière. Une discussion que nous avons déjà eue à maintes fois, nous, les acteurs du milieu. Mon constat demeure, et de plus en plus convaincu de ça, il y a un choix de société à faire avec le beau plan Nord. Veut-on exploiter le Nord? Et ce sera de telle façon. Ou on veut l'occuper et le développer? Ce sera une autre façon.
Et c'est là où qu'on verra des façons de faire et d'investir de telle façon. On investira dans le fly-in, fly-out ou la permanence. Et ça, qu'on me dise pas que rien n'est impossible. J'ai souvent dit à des gens, les gens le savent ici, la fameuse histoire qu'il y a un beau clown un jour qui est arrivé dans le désert, puis il a décidé de faire une ville dans le désert, puis que ça s'appelle Las Vegas. Puis ça roule. Je peux vous dire que ça, il en passe d'argent dans ce coin-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une idée, et elle a été développée, ils ont été de l'avant, et ça marche. Ce que je veux dire, si on se limite à dire qu'il n'y a que le fer qu'il faut exploiter ici, nous nous limiterons au fer, et c'est cyclique. Et si c'est ça le choix, vivons avec ça. Mais arrêtons de croire qu'on va développer. La société en général, ou la majorité, a une intention tout autre et entend assurer une forme de pérennité à la vie sociale et économique ici. Et l'occupation du Nord. Moi, je me rappelle d'une époque où, quand on a décidé de peupler les campagnes du Québec, il y avait une raison à ça, là. Alors, c'est ça. Il faut savoir ce que veut la société. Est-ce qu'on veut occuper et développer le Nord? Mais si on veut occuper et développer le Nord, on aura des sous pour occuper et développer le Nord. Il y aura un marché libre, il y aura ci, il y aura ça. Sauf qu'on a une histoire qui nous précède. C'est des villes qui ont été fermées. Et ça, ben, on vit avec aussi. Le spectre de Gagnon, de Schefferville est encore là, malgré que ça fasse déjà quelques décennies. Mais on ne les a pas développés, on les a juste exploités. Voilà. J'aimerais ajouter... Monsieur Thibault, je vais revenir à vous, Véronique, dans un moment. Vous vouliez renchérir je veux faire du pouce sur ce que Normand disait, puis je vais faire grincer des dents. Là. Mais ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que le capital d'investissement que les minières amènent, ce qu'ils veulent, eux autres, c'est un retour à l'actionnaire. Puis dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous pèlent le problème à nous autres, les employés. C'est ça qu'ils nous font. Moi, on parle de Schefferville puis de Gagnon. Moi, je suis natif de Schefferville. Au milieu des années 70, il y a eu un boom où on a parti puis il y avait besoin de maisons. Et aussi, c'est pas cassé la tête. Ils n'ont bâti des maisons. Aujourd'hui, on vit le boom, puis c'est quoi qu'on fait? Bon, il va au plus facile. Là, tu parlais 50 ans plus tard, tantôt, Normand, des villes champignons, comme on connaîtra plus ça. Là. Le projet d'Adriana qui s'en vient, là, il n'y aura pas de municipalité de bâti là. Ça va être rien du fly-in. projet de 13 milliards. Ça va être rien du fly-in, fly-out qui va se faire là. 13 milliards de dollars. Ça fait que moi, malheureusement, regarde, je pense que ce qu'on cherche, c'est uniquement le retour à l'actionnaire. Puis c'est ça qu'on vise en premier. Puis, je dois dire, on se désengage peut-être au niveau social, mais on va dire, regarde, oui, mais on investit quand même. C'est pour ça que je dis que je vais faire grincer des dents. Mais je trouve les minières, il y a été une époque, là, c'était une fierté de Québec-Cartier de parler de Fermont puis de développer Fermont. Aujourd'hui, là, on ne retrouve pas ça, là, parce que, regarde, le problème de logement, avec l'ancienne mentalité qu'on avait avant, là, on ne connaîtrait même pas ça aujourd'hui. Ils se n'auraient bâti des maisons, ça n'aurait même pas cassé la tête. Mais la réalité économique était tout autre, par contre. Tout à fait. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Pierre. C'est pas juste une histoire des compagnies minières, c'est une question de communauté. C'est tous les partenaires. Qu'est-ce qu'on décide, nous, comme avenir de Fermont? Si on se dit tout qu'on veut un avenir prospère de Fermont, prenons les actions pour avoir un avenir prospère de Fermont, point. Si on dit que Fermont mourra un jour, prenons les actions pour que ça meure un jour, puis restons et faisons tout du fly-in, fly-out. N'ayons pas de lien d'appartenance à Fermont, là. Tu sais, on va tous se crever le cœur le jour qu'on va partir en disant non. Mais ça semble pas être le vœu de la majorité, oui. Explique-moi une chose. Pourquoi qu'à Fermont, là, Schefferville, le petit village qui était là, à 365 000 au nord de cette île, il y avait un boulanger, il y avait un laitier, il y avait un plombier, il y avait un entrepreneur électricien, on avait tout ça. Ici, à Fermont, on ne retrouve pas ça. Pourquoi? Mais c'est parce que c'était le modèle. C'était des paradigmes bien spécifiques. C'était ça, la communauté. Aujourd'hui, puis moi, je suis capable de vivre le changement, Pierre, puis puis on est en train de s'adapter à tout ça. Moi, je me pose, par contre, une question qui est claire, nette et précise. Voulons-nous exploiter uniquement Fermont et y vivre du mieux qu'on peut, ou on veut occuper Fermont,
le développer, puis dire, ben, si c'est ça, on aura une communauté de gens, on va agir en conséquence. Mais c'est pour ça que je te dis que les employeurs nous pèlent le problème. Eux autres sont là pour l'exploiter, puis nous autres, on veut l'occuper et le développer. Il faut Comment est-ce qu'on saisir fait pour se rejoindre les entre les occasions, l'opportunité qui se présente et essayer probablement de créer un tissu économique beaucoup plus large et périphérique. un tissu qui va social. permettre, et social tout à la fois. Madame la mairesse, vous souhaitiez C'est- peut-être renchérir Moi, je un me peu situe entre là-dessus. les deux. Ben, c'est Entre moi nos qui- deux c'est- protagonistes. Mesdames, messieurs, non, mais c'est que c'est intéressant. Véronique, je pense que mais j'aimerais ça entendre Jacinthe aussi, parce que j'aimerais ça entendre les autres. C'est que, oui, c'est important. Fais attention, Oui, non, Normand, je sais que tu ne pourras pas trop parler. Mais coupez pas ça, mais c'est que ce que j'ai entendu tout à l'heure avec... Non, ne coupez pas ça. OK, j'ai compris Parce que- autre chose. non, non. Excuse-moi. Je vais... Normand, ce qui m'a sonné un peu tout à l'heure, c'est que ce n'est pas seulement l'affaire d'une personne de la ville. Pas du tout. Là, ce qui se passe à Fermont, c'est la communauté. OK, on parle de communication, hein? On en a parlé cette semaine dans des discussions au niveau du conseil municipal. Mais l'aspect communauté, mais aussi l'aspect des partenaires, l'aspect du syndicat, l'aspect des minières également. Ça prend un leadership. Oui, et tout à fait. Ça prend un leadership. Alors, on va prendre en main notre développement. C'est ce que notre planification stratégique, on a travaillé les dernières années là, par rapport à ça. Vous savez, on est une communauté dynamique. On vit des projets de travail. On est une communauté de Fermont qui est ici. On ne veut pas s'en aller. Moi, je ne pense pas qu'on veut s'en aller vers le côté juste de campement ici à Fermont. Je pense qu'on veut rester dynamique également. Alors, on a du travail à faire en 2012. Est-ce que vous sentez, par contre, je vais demander à Véronique, justement, qui est un tout petit peu comme un témoin privilégié de ce qui se passe avec un œil d'observateur, journaliste au journal Le Trait d'Union du Nord. Véronique, dites-moi, comment vous interprétez tout ça, ce que vous observez, vous, dans le milieu, l'expression des tendances et des volontés et des actions qui sont posées? Je pense que du côté de la population fermontoise, on n'est pas contre le plan Nord. Je pense que présentement, on ne veut pas devenir une ville dortoir. On essaye de mettre un peu d'eau dans notre vin avec les travailleurs qui sont non résidents. On veut conserver notre personnalité, mais il faut qu'en même temps, en moins de 4 mois, on s'adapte à un style de vie qu'on n'a jamais connu auparavant, celui des travailleurs du fly-in, fly-out. Alors avant, on appelait, il y a quelques mois, quand je suis arrivée, on appelait le plan Nord le plan mort. Parce qu'on avait l'impression que ce plan Nord-là allait tuer la ville de Fermont. D'un, on a doublé de population, la mairesse le disait tout à l'heure, et de deux, on arrive avec des problèmes et qu'on a maintenant baptisé les défis. On a l'impression de plus subir les revers du boom minier que d'avoir les retombées économiques, le développement social qu'on attendait du plan Nord. Alors, on n'a pas de stationnement, on n'a plus de place en garderie, on n'a pas la possibilité d'acheter des maisons comme on voudrait. L'augmentation qui a doublé. Alors, notre petite ville a été chamboulée du jour au lendemain. Puis là, ça prend de l'expansion, mais je pense qu'on est en train de trouver l'équilibre avec la ville et tout ça, mais c'est sûr que le plan Nord, pour l'instant, ça a donné un coup dur à la population fermontoise. On est dans une sorte de carrefour, probablement, puis on cherche la voie ou l'itinéraire ou l'avenue qui peut se poser justement pour permettre un meilleur développement Puis on a hâte, je à la pense. hauteur des attentes multiples et non pas strictement économiques. Exact. Et une des attentes, je pense, de la population fermontoise, c'est de savoir finalement quelle direction on va prendre. Est-ce qu'on va continuer d'accorder des campements temporaires et de repousser d'année en année l'abolition de ces campements-là, ou est-ce qu'on va se concentrer sur une ville qui va accueillir 200 familles avec des enfants, faire une population jeune, attirer les jeunes travailleurs, dont les travailleurs de Fermont à la base, ou est-ce qu'on se dirige vers une ville dortoir avec les travailleurs du fly-in fly-out? Madame Deschênes, vous ne semblez pas insensible à ce que dit Madame Dumais ici. C'est sûr que moi, entre autres, je travaille sur un projet de logement depuis déjà quelques années avec la Société d'habitation du Québec. Ça fait déjà quelques années qu'il y a des besoins de logement ici à Fermont parce que on vit une chose qui ne se vivait pas avant parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des racines ici puis qui veulent rester ici. On a des gens qui veulent prendre leur retraite, qui veulent rester ici, alors que, il y a peut-être 10 ans, les gens à la retraite s'en allaient automatiquement, ils partaient d'ici. Maintenant, les jeunes ont des enfants, ils restent ici, là, les grands-parents voudraient bien rester.
Le problème, c'est toujours le problème de logement. Donc, on travaille actuellement avec la SHQ pour avoir 12 unités de logement, là, puis ça devrait se faire peut-être à l'été prochain. On est quand même assez avancé dans le projet. Moi, je me rends compte aussi, on a quand même, il y a quand même depuis les années 90, là, on a 12 unités de logement social pour des personnes à faible revenu, à revenus modestes, parce que souvent, ce qui arrive, c'est la clientèle qu'on dessert, c'est souvent des gens qui se retrouvent dans des familles qui éclatent, là, dans des divorces ou quoi que ce soit, et que la mère n'a plus de place à rester parce que c'est le monsieur qui est à la maison de la compagnie. Donc, souvent, il y a cette situation-là. Puis, là, quelques années, quand j'avais des demandes de logement, si on ne pouvait pas répondre à la demande, c'était pas compliqué, la personne retournait d'où elle venait. Donc, elle venait de Rimouski, Bécomo, le Lac-Saint-Jean, Québec. Elle retournait chez elle, tout simplement. Mais maintenant, c'est plus ça la situation parce que les gens, ils viennent d'ici. Donc, ils n'ont pas d'autre place à aller. Là, ils veulent rester ici. Fait que, c'est ça. Donc, ce besoin-là, il grandit de plus en plus avec le temps. Puis, on a aussi, comme disait tantôt Julie, c'est que ceux qui travaillent pas dans les compagnies minières puis qui ont des salaires plus modestes, eux, ben c'est ça, sont pas capables de s'acheter une maison à 250 000. Là. Donc, il faut qu'on essaye de répondre à leurs besoins. Et dans le contexte social qu'on connaît aussi, vous parliez du phénomène des familles éclatées. Oui. Forcément, situation de développement et de croissance comme celle que l'on vit ici, porte une pression sur le climat social. Est-ce qu'il y a, et je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a un besoin particulier qui justifie d'ailleurs peut-être qu'il y ait aussi une croissance chez vous, Mme Thériault, qui êtes de la maison d'aide et d'hébergement là, ici? Oui, bien en fait, juste en termes d'hébergement, notre pourcentage de statistiques, la dernière année a plus que triplé. On est passé d'un hébergement qui était à 6 de nos capacités. Et la dernière année, on a atteint 21 c'est dû à des familles qui ont éclaté, mais aussi beaucoup, justement, là, comme Jacinthe le disait, à des femmes qui souhaitent rester parce que Fermont est maintenant leur ville. Et je les comprends, ces femmes-là, parce que même moi, à la base, quand je suis arrivée de Fermont, moi, je viens pas d'ici, je me disais, je vais être là le temps que ça va durer. Si jamais, par malheur, mon couple éclatait, ben, je vais plier bagage puis je vais partir, puis finalement, ben je fais partie de celles qui se sont développées un sentiment d'appartenance à Fermont. Donc, moi non plus, j'aurais pas le désir de quitter par après. On a applaudi haut et fort, nous, la venue des logements, là, avant qu'on sache leur prix, des super condos. Au début, on était contentes. Nous, on se dit, on vient de régler un problème, justement, pour ces femmes-là qui souhaitent habiter Fermont. Sauf que quand on sait que c'est des femmes qui ont des emplois plus précaires, aller acheter un condo qui coûte 170 000 $, c'est ridicule et impossible. Tout à l'heure, Véronique a soulevé un bon point aussi, qui est le point des garderies. Nous, on a beaucoup de femmes qui viennent au centre de femmes dans le cadre de nos multiples activités. C'est des femmes qui sont formées, c'est des femmes qui sont arrivées ici, se sont établies, ont eu des enfants, sont heureuses dans leur vie de famille, mais qui aimeraient pouvoir retourner sur le marché du travail, mais qui, malheureusement, faute de garderie, se retrouvent à la maison. Donc, on en a de la main-d'œuvre sur place aussi, sauf qu'on n'y a pas accès faute de garderie. Il y a aussi le fait que, comme Dave disait, les compagnies minières sont venues vider beaucoup les petits organismes, dont nous, on a eu beaucoup de difficultés à faire de la rétention de main-d'œuvre. Il y a eu beaucoup de chamboulements, je dirais, même au niveau des femmes qui venaient à nos activités. Beaucoup ont leurs réseaux sociaux de par les activités, se retrouvent à un nouvel emploi, n'ont plus l'occasion de venir dans nos activités, donc ça crée un autre besoin. Donc, nous aussi, on a vu beaucoup de branle-bas de combat. Vous venez de parler d'un phénomène quand même important, le sentiment d'appartenance. J'aimerais ça entendre peut-être des gens du conseil municipal aussi, M. Fortin, M. Dupont aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est créé, qui est là, qui est présent? Ou s'il y a un sentiment qui est en train d'être bâti avec ce qui se passe? Moi, je crois que oui, il y a des sentiments d'appartenance ici à Fermont. Moi, je suis ici depuis 1977. Moi aussi, je veux continuer ici, je veux vivre ici, puis j'aimerais prendre ma retraite ici.
Ici, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un changement. À cette île, il y a eu des maisons d'IUC, puis là, aujourd'hui, elles sont toutes rendues sur le marché libre. À Labrador City aussi. Puis je pense que Fermont s'en vient à peu près dans ce sens-là. Et si on recule 5 ans en arrière, il n'y avait pas de maisons qui se vendaient sur le marché libre. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent acheter des maisons qui sont prêts à payer au-dessus de 200 000 pour des maisons. Et ils sont prêts à s'en faire construire. Depuis dernièrement, là, il y en a qui se réservent des terrains et qui veulent bâtir. Fait que je pense que l'image de Fermont va changer, puis ça va... on a un sentiment d'appartenance, on veut vivre ici, fait qu'il faut qu'on évolue là-dedans. Oui, vous, M. Dupont, vous êtes un peu plus jeune. Par contre, est-ce que vous aussi, c'est dans votre plan de vie que de souhaiter pouvoir prendre une retraite ici à Fermont? Oui, c'est sûr que j'aimerais bien prendre ma retraite à Fermont puis rester pour le reste de mes jours à Fermont. Au niveau du sentiment d'appartenance, quand j'étais tout jeune, il y en avait un. J'ai toujours considéré que Fermont, au passé, ça a été la plus belle ville au Québec, mais qu'aujourd'hui, le sentiment d'appartenance, on est tous aveuglés par le développement, mettons. Puis le sentiment d'appartenance, il est plus oublié au niveau des, on pourrait dire, des organismes. Les gens, on va prendre au niveau des minières, ils vont encourager l'employé à venir travailler pour les minières, mais l'incitera pas, il lui fera pas vivre la beauté de la région. Il va l'inciter à aller à retourner chez lui à l'extérieur. Puis ça crée pas un sentiment d'appartenance. Présentement, ouais. C'est un sentiment qui est en voie de disparition. Mais là-dessus, je reste toujours positif. Avant de faire un beau jardin, tout est pêle-mêle, tout est chambardé. Puis aujourd'hui, c'est ça, on est en train de peut-être construire un beau jardin qui plus tard, il va s'embellir avec le temps. La fibre sentimentale sur ce lien-là, elle est toujours présente, par contre. Oui, quand on reste positif, là, on garde le... Madame si vous me permettez, je m'adressais un peu à Bernard, parce que, Bernard, on se souvient de la mobilisation en 2009, lorsqu'on était au sol de l'Église. À ce moment-là, Bernard, tu étais à Fermont et... aujourd'hui, ta conjointe, qui est Marie-Pierre, qui a dit un jour, moi, je veux fondre une famille, je veux avoir un enfant dans l'espace de 1 an. Tout ça, ça s'est fait, puis tu as eu une maison, ça fait quand même pas longtemps non plus. Ouais. Alors, toi qui es à Fermont depuis plusieurs années et que ta conjointe Marie-Pierre, alors dans la mobilisation, je me souviens, je ne sais pas si les gens sont ici autour de la table, on en a parlé aussi. Alors, je trouve que l'exemple de sentiment d'appartenance, Bernard, il est bien ici à Fermont, alors il a voulu y rester. Et la compagnie minière ArcelorMittal a pu offrir aussi également une maison. C'est ça, il va peut-être avoir d'autres enfants, cherchons, mais quand même, ça, je me disais, parce que ça me venait l'idée, puis en tout cas, je trouvais ça important de te dire aussi, Bernard, au niveau du sentiment d'appartenance. On a aussi des 3e générations aussi à Fermont. Oui. Dans une perspective, justement, de pérennité, il y a probablement le concept du développement durable qui s'inscrit. Comment voyez-vous ça, vous, à l'heure actuelle, ce développement durable-là, dans la région, au moment où on pense que les minières, un jour, risquent de se retirer et au moment où on veut peut-être créer aussi des industries en périphérie, des industries secondaires? Je pose la question ouvertement. Là. En développement durable, lorsqu'on regarde une définition de développement durable, c'est regarder ce qui se passe maintenant en fonction de ce qu'on va avoir pour nos enfants plus tard. En résumé, c'est ça du développement durable. À l'heure actuelle, à Fermont, on vit un développement minier sans commune mesure dans tout ce qui s'est fait en Amérique du Nord à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, développement durable à court terme, on va y croire parce qu'on se développe, mais je suis en train de me poser très sérieusement la question. Il va falloir que le plan Nord, ça soit extrêmement sérieux au niveau de la rétention de la population ici, parce que si ça continue comme c'est là, le plan Nord ne répond pas aux besoins de développement de la ville de Fermont, il répond aux besoins du développement des minières. Il ne répond pas au développement de la structure sociale de Fermont, qui fait en sorte que ces minières-là vont être capables d'avoir un bassin de main-d'œuvre agréable, facilement expérimenté, puis qui serait recrutable ici dans la région. Ça va permettre le développement durable pour plus tard. Mais à l'heure actuelle, c'est pas ça qui se passe. On axe énormément sur le flying fly-out et on ne bâtit pas une société sur du flying fly-out. C'est impossible.
Fait que côté développement durable, le gouvernement vient nous dire, on pense développement durable, c'est dans la structure de fonctionnement du gouvernement, mais dans la structure de fonctionnement du développement du plan Nord à l'heure actuelle, le développement durable n'existe que sur papier. Il n'y a aucun budget à l'heure actuelle qui permet à Fermont d'assurer sa pérennité à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que ça signifie pour autant que vous êtes un tout petit peu contre toute démarche d'exploration? Absolument pas. Dans une démarche de développement structuré, dans lequel la population de Fermont aura sa place, dans lequel elle aura son mot à dire et dans lequel elle va être capable de dire « Wow, attendez une minute, nous autres, on est ici, on veut s'installer, on veut vivre, et vous devrez vivre avec nos choix de vie à nous autres. » Oui, on est capable de faire quelque chose, mais à l'heure actuelle, on est écrasé par le développement minier. On se fait piler ses pieds par les contracteurs qui sont ici à l'heure actuelle. Si je parle de développement minier, je parle de développement durable, c'est pas associable ensemble à l'heure actuelle, mais il faut être capable de le faire. On a fait des choses extraordinaires à Fermont, mais on est capable de faire du développement durable en fonction du développement qui arrive ici. Mais il va falloir avoir un support du gouvernement, un support financier, un support de fonctionnement qui n'existe pas à l'heure actuelle. Le plan Nord, pour moi, M. Dumas, je vais vous le dire, c'est pas le plan Nord, c'est le plan nul. C'est probablement ce qui motivait Mme Pelletier, entre autres, et j'imagine d'autres membres du conseil municipal à réclamer de Québec qu'on investisse de façon très, très urgente pour satisfaire ses besoins de développement et pour se bâtir une couleur locale et une personnalité propre dans tout ça. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Bien, c'est sûr qu'on parle, je pense que le plan Nord, l'événement du 20 mai dernier, je pense c'est sûr que c'est quand même un gros boom minier. Alors, il n'y a pas seulement le développement économique. Vous savez, je pense que M. Charest, c'est important oui, on sait que le développement économique, il est là, mais il y a le développement social de la communauté, et il est important. Alors, il faut que ça se fasse les deux en équilibre. Il y a du rattrapage un peu à faire là-dessus, puis ça, c'est certain. On a parlé tantôt de la Société du plan Nord, mais la loi des mines. Okay? La loi des mines aussi, elle a un impact important. Parce que, bon, ça, c'est aussi au niveau des municipalités. Mais pour être capable aussi d'avoir certains fonds, alors, il faut que les choses suivent aussi en même temps. En adoptant la loi des mines, puis en allant chercher la loi 27 par rapport à la Société du plan Nord, c'est sûr que nous autres, on le vit, là, présentement. C'est ça qui est un peu décevant. On le vit. Alors, on suit, mais il faut que la machine administrative suit également à Québec. Il faut que tout le monde qu'on le suive. On est trop vite, là. Est-ce que c'est ce qui motivait aussi l'appui que la Ville de Fermont a donné à la Ville de Sept-Îles pour l'implantation du siège social de la Société du plan Nord? Oui, tout à fait. Ça, c'est bon. On sait qu'il faut quand même poser certaines actions aussi là, par rapport à ça. Du côté de la Ville de Fermont, on a adopté une résolution cette semaine pour appuyer la Ville de Sept-Îles pour avoir le futur siège social là, du côté de Sept-Îles. Parce que Fermont, Sept-Îles et Port-Cartier, on est quand même ensemble dans un triangle, mais ce qui se passe avec ArcelorMittal va vers Port-Cartier, et ce qui découle vers Sept-Îles, effectivement, c'est du côté de Cliff. Il y a des mines du côté du Labrador aussi, mais moi, je parle particulièrement au niveau de Cliff. Alors, c'est sûr, oui. Toutes ces étapes-là, c'est l'action concrète qu'il faut qu'on avance en 2012, puis on va y arriver, c'est certain. Est-ce que vous êtes en mesure de penser que vous allez quand même réussir collectivement à vous donner vraiment un profil de société qui réponde à toutes les attentes qui sont exprimées ici ce soir dans un laps de temps relativement court? Puis, après coup, je demanderai peut-être à Mme Lebloc, qui représente ArcelorMittal ici, à savoir si l'industrie est capable aussi de s'intégrer peut-être dans un modèle de vie sociale et économique qui est peut-être un tout petit peu différent de la seule règle du retour sur l'investissement. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez être en mesure de pouvoir faire ça? Bâtir vraiment une société à la hauteur de vos attentes qui vous ressemblent? Si on ne croyait pas, on ne serait pas C'est ça. Ouais. Je pense qu'on a un beau profil présentement de communauté. C'est juste qu'avec l'arrivée du fly-in, fly-out, on doit se réorienter peut-être pour trouver l'équilibre entre les deux. Et tantôt, vous parliez de développement durable. Je pense qu'il n'y a personne ici qui est contre le développement durable. On veut seulement que ça se fasse dans le respect de la communauté. On a l'impression que les travailleurs du fly-in, fly-out qui arrivent n'ont pas le sentiment d'appartenance aussi fort que nous, on l'a. Et
qui sont là, dans le fond, pour faire de l'argent, pour faire des projets, mais non pas pour venir s'établir ici. Et c'est là qu'on va devoir retrouver notre profil. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire aussi de la part de la communauté pour aller les chercher, ces gens-là? Je ne suis pas d'accord avec Véronique, parce qu'il y a un pourcentage de ces travailleurs-là qui sont sur le système de navettage qui l'ont fait par choix. Ils l'ont fait par choix parce que ça fait 1 an, 12 mois, 15 mois qu'ils sont pris dans une petite chambre, puis sont en attente d'avoir une occasion de rapatrier leur famille pour avoir une vie familiale à Fermont puis s'installer. Pourquoi ils ne sont pas à Fermont? Parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Parce qu'on n'a pas l'infrastructure pour l'accueillir. Ça fait que le gars, entre deux mots, il choisit le moins. Tu sais, il va dire, regarde, moi, m'embarquer sur le navettage parce que tant qu'à passer 4 jours tout seul dans ma chambre, loin de ma famille, mais gars, je vais faire 12 jours, puis je vais passer 12 jours avec ma famille. Au moins, je ne serai pas isolé émotivement, là, comme parent, je pourrais l'être, là, tout seul dans une petite chambre. Puis je pense aussi qu'il faut arrêter de voir, malheureusement, on a appris à gérer de la décroissance. On a tout le temps... On a développé une expertise là-dedans là, pour se sortir du pétrin quand il nous arrive un coup dur. Là, on est capable de se virer de bord sur un 10 cents là-dedans, mais un boom comme on connaît là, on n'a jamais vu ça, puis on est pris par surprise. Comment on réagit face à tout ça? Puis on manque de moyens, ou les moyens sont là, puis on ne sait pas comment aller les chercher, comment fonctionner. Il faut s'adapter, mais en même temps, il faut s'adapter assez vite parce que le train passe. Puis si Et pendant ce temps-là, Séfrite, on joue sur le sentiment d'appartenance. Déjà, la population assume toutes les actions bénévoles. Je pense à l'implication sociale au niveau d'organismes. On a des employés qui, en raison de la pénurie de main-d'œuvre, du manque d'employés disponibles, vont faire du surtemps, vont faire beaucoup plus d'heures que normal. Alors, ceux-là sont essoufflés. C'est toujours les mêmes gens dans les comités, ça va s'essouffler. Et on comprend bien que les gens qui font du navettage ne peuvent pas s'impliquer dans la communauté. Lorsqu'ils sont ici pour travailler. Et quand le quart de travail sera terminé, bien, ils prennent un avion et ils repartent. Et je ne le reproche pas, c'est le système qui est comme ça. Mais il faut que nous, en tant que Fermontois, on soit très conscients qu'il y a un risque là d'un essoufflement encore supplémentaire de la part des gens qui s'impliquent de façon bénévole auprès d'organisations, puis de la part de travailleurs aussi. Puis pour répondre simplement à la question, à savoir, est-ce qu'on va réussir à établir? La réponse est oui. On est Fermontois, c'est sûr qu'on va passer au travers et on va les convaincre d'avoir le même sentiment d'appartenance que nous on a parce ils vont se tanner de faire la navette puis ils vont avoir envie de rester. Madame Lefloc, qu'est-ce que vous pouvez rétorquer à ça? On lançait un tout petit peu la balle dans le camp des minières, dont Arcelor. Est-ce qu'on peut vivre avec un modèle qui exclut le fly-in, fly-out à un moment donné? Mais en fait, je pense que je vais quand même amener une petite précision parce qu'actuellement, les gens, je pense, l'ensemble de la population, et c'est pas pour mal faire, je pense que c'est peut-être plus par méconnaissance. Les gens mettent beaucoup d'emphase actuellement sur le fly-in, fly-out qui touche les minières. Personnellement, du côté d'ArcelorMittal, ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons actuellement qu'une soixantaine d'employés qui sont sur le système de fly-in, fly-out pour à peu près 1200 travailleurs. Toutefois, ce qu'il faut savoir, je vais continuer. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui touche, je pense que ce qui laisse paraître qu'il y a une grande quantité de gens qui sont en fly-in, fly-out, c'est tout le côté des travailleurs. Ça, c'est vrai qu'il y a énormément de travailleurs qui viennent travailler pour le plan d'expansion, qui viennent donc à la construction du plan d'expansion, qui, eux, représentent 1000 travailleurs, peut-être même 1200 travailleurs, qui sont à ce moment-là l'équivalent des employés d'ArcelorMittal actuellement, qui, eux, prennent une grande place du côté du fly-in, fly-out. Mais ces employés-là sont là d'une façon temporaire, le temps de la construction. Par contre, ce que moi j'appellerais le vrai fly-in, fly-out, les employés non résidents de la compagnie, qui sont au nombre de 60 actuellement, vont certes augmenter, on le sait, mais ne sont que 60 pour l'instant. Et je pense qu'on a justement le temps de travailler ensemble, à la fois avec l'équipe du syndicat, avec l'équipe de Mme Pelletier et autres. On pense aussi au centre de santé. On a à travailler ensemble pour voir quand ces gens-là seront nos employés, quand les 60 deviendront 200, deviendront 300, voire 400, comment on va faire pour que, justement, il y ait un sentiment d'appartenance qui se développe adéquatement? Je pense que les gens qui sont comme les travailleurs de la construction, mais eux n'ont peut-être même pas l'idée de vouloir développer aucun sentiment d'appartenance par rapport à Fermont, parce qu'eux viennent vraiment
que travailler. Mais les employés, collaboration avec les gens du syndicat, collaboration avec l'employeur que nous sommes, avec la ville, etc., va sûrement trouver là, un équilibre. Alors, il n'y en a que 60 actuellement. Ils vont augmenter. Profitons du fait qu'ils ne soient pas trop nombreux encore actuellement pour essayer déjà là, de trouver une façon de faire. Et j'ajouterais à ça ce que M. Thibodeau disait tout à l'heure. ArcelorMittal a travaillé fort en 2011 avec le syndicat des métallos pour effectivement réussir à mettre en place un système hybride. ArcelorMittal est la seule compagnie actuellement qui a un système hybride au niveau des employés, du style d'employabilité qu'il y a. Donc, il y a des employés qui vivent en permanence à Fermont et il y a des employés qui sont, au nombre de 60 actuellement, en fly-in, fly-out, employés non résidents. Donc, l'entreprise et le syndicat ont voulu garder un tissu social, un tissu communautaire et ne pas déshabiller toute la communauté. Il va falloir travailler, certes, pour garder cet équilibre-là et, malgré le fait qu'il y aura une augmentation des employés FIFO, faire en sorte que l'équilibre de sentiment d'appartenance, d'implication sociale et de respect mutuel puisse se faire, je pense en tout cas. Et là, nous entendons ArcelorMittal, mais si on regarde du côté de l'autre minière en place, le ratio est complètement différent. Là, on est à au-delà de 90 % et plus qui sont en fly-in, fly-out. Donc, c'est bien certain que Mme Lebloc répond pour ArcelorMittal et c'est évidemment son mandat. Mais l'autre minière présente une situation actuellement qui est tout à fait différente. Je veux pas reprendre Mme Lebloc, là, j'aime pas ça faire des choses de même, mais quand elle parle de 60 travailleurs sur un horaire de navettage, là, on arrive à 120 actuellement. Je ne sais pas où tu as pris tes chiffres. On a proche 120 travailleurs actuellement qui sont en fly-in, fly-out, puis on en a 16 autres qui commencent à la fin du mois. On pourra certainement regarde, ça, je te dis, j'aime chiffres, pas t'apprendre, mais mais on n'a pas les mêmes chiffres, là, puis... On réussira à trouver un terrain d'entente. Oui, je suis convaincu. Sur la statistique, j'en suis persuadé. Je suis convaincu. Madame Pelletier. Vous savez, il nous reste le budget là, du côté politique, là, du côté du Québec, là, mars 2012, là, il y a un budget déposé, OK? Que le gouvernement va déposer. Et ce que nous, la Ville de Fermont, ce qu'on veut faire la semaine prochaine, c'est de s'asseoir et d'avancer nos chiffres. OK? Il y a des chiffres qu'on connaît déjà. Le bateau va passer, mais on ne peut pas attendre. C'est sûr qu'ici, le débat ce soir, il est très pertinent. Pertinent pour également tout le monde. Mais demain, là, il faut se relever les manches et il faut passer à certaines actions. Alors, le budget, pour nous, c'est important. Qu'est-ce qui s'invite du gouvernement? Parce que la Ville, effectivement, il faut être en mesure de redonner des points, des priorités, ce que l'on souhaite de faire du développement durable et avoir des terrains, puis des infrastructures, puis des logements pour nos gens. OK? On parle aussi également de la participation des partenaires. Je reviens, les partenaires, le gouvernement, les villes, les minières. On veut arrêter de quêter. As-tu 10 000 là, pour mettre ça dans un côté de la garderie? Parce que là, j'ai besoin d'investissement. On ne fait que quêter entre nous autres. On peut-tu se faire un fonds de développement culturel, économique, social, même trouver une façon de faire avec les gens qui viennent en fly-in, fly-out à Fermont, de trouver une façon, je ne dis pas de taxes, là, les taxer parce que je ne pense pas qu'on ait le droit, mais trouver une façon de faire aussi, mais d'avoir un fonds de développement qui pourrait être géré en comité aussi avec des partenaires. Voici les investissements, parce qu'on pourrait arrêter également de se quêter et là, on permettrait un certain développement. Alors, on doit poser des actions, nous, très rapidement par rapport à ça, la Ville de Fermont, pour être en mesure d'avoir les partenaires, le gouvernement, associés à cette démarche-là. Et on n'a pas beaucoup de temps, là. Minuit moins 5, comme ça. Minuit moins 5. La formule consacrée. Oui. Monsieur Duchamp. Je reviens un peu à votre question initiale au niveau du développement durable. Vous savez, le gouvernement du Québec a adopté une loi sur le développement durable et a bien défini des sujets bien clairs. Il y en a un en particulier qui s'applique à nous ici ce soir et qui va résumer, je pense, bien des aspects. Et c'est la participation et l'engagement. La participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique. C'est ça, depuis le début, qu'on jase qu'on doit se faire comme décision. C'est quoi l'orientation qu'on se donne? C'est ça? C'est pas ça? C'est pas ça, on va vivre avec. Si c'est ça, c'est comment on s'y prend. Comprenez-vous?
Moi, je pense que c'est là qu'on est rendu, dans la tourmente de ce qu'on vit avec... On est bousculé. C'est normal, là. Ça, c'est un peu comme notre espace vital. Quand on vient rentrer dans ma bulle, c'est « Hey, wow, tasse-toi un peu ». Ben là, les fly-in, fly-out, c'est exactement. Ils nous bousculent. On considère qu'ils sont plus ou moins polis, etc. On prend toutes sortes d'actions. Mais c'est quoi? C'est pour un temps, le temps de la construction, où, je pense que c'est bien dit. Mais c'est aussi qu'est-ce qu'on va avoir comme avenir. Et qu'est-ce qu'on va développer? Moi, je tiens, puis je le répète, qu'est-ce qu'on va développer? Fermons, là, dans une situation de crise. Moi, je me rappellerai tout le temps du maire Jean-Marc Dion à Sept-Îles. Il avait vécu la crise du fer, puis il a dit ça la dernière fois, j'en vis une de même. Il a fait des pieds et des mains, puis il a été chercher l'aluminium Alouette. Il a dit c'est fini. Est-ce qu'il y a place vraiment pour d'autres industries? Vraiment? Pourquoi pas? Moi, je pense qu'on a une occasion. Actuellement, on a le débat. M'asseoir, on a le débat au niveau local. Je pense qu'il faut porter le débat un peu plus loin aussi, puis il faut interpeller nos élus. Parce qu'il y a tout l'aspect de la deuxième, de la troisième transformation où on est capable de faire des choses. Moi, je sais que les gens de la compagnie ne m'aimeront pas, mais c'est le laïus que je tiens. Ça ne me rentre pas dans la tête qu'on exploite du minerai de fer pour ArcelorMittal à Fermont, puis qu'on l'envoie outre-mer quand il y a une usine à contre-cœur, puis que les gars tirent le job par la queue, puis qu'ils devraient avoir, ils se sont fait promettre un laminoir à poutrelle, puis que, garde, conjoncture économique fait en sorte que, garde, ces gars-là ont perdu 400 emplois de qualité, puis qu'ils ne l'auront pas. On a une occasion d'aller chercher ces gens-là, puis les amener à poser des actions. Oui, on a augmenté les redevances qu'on donne, qu'on va chercher pour le minerai ou le minéral qu'on peut extraire, mais on est capable de faire mieux encore là-dedans. Là. Normand parle de ses problèmes de santé, puis on a des problèmes au niveau des écoles, puis on a des problèmes au niveau de nos régimes de retraite. On s'est donné comme mentalité, parce que j'en ai pas, puis tu en as un, il faut que je m'organise pour plus que tu en aies. On a une occasion en or d'assurer la pérennité de toutes ces choses-là en gérant nos choses. Un petit pays comme la Norvège a réussi à faire quelque chose comme ça avec le pétrole. Pourquoi qu'on ne serait pas capable de faire ça avec notre minerai, nous autres? C'est pas une pensée qui est réservée à Fermont, Pierre, parce que à la fin novembre, j'ai eu l'occasion, avec Mme la mairesse et avec Véronique, à assister à une activité qui a lieu sur la Côte-Nord, qui est organisée par la CRE Côte-Nord, qui s'appelle l'Escale. Puis c'était une réunion d'intervenants du milieu socio-économique. Et M. Randy Jones, qui est le maire de Brome-et-Katina, le personnage si coloré de la Basse-Côte-Nord, tenait le même discours en disant, écoute, moi, là, je suis capable de te fournir l'énergie. J'ai les rivières qu'il faut en Basse-Côte. Je suis capable d'accueillir tes bateaux. J'ai l'eau profonde qu'il faut. J'ai la main-d'œuvre. On a des institutions, des instituts d'éducation sur la Côte-Nord qu'on est capable de former les gens. Puis ça ne me rentre pas dans la tête qu'on va avoir, il se qualifie comme étant le tiers-monde du Québec, la Basse-Côte. Il a raison. Puis c'est lui qui le dit. Raison. Il m'en voudra même pas. Mais on a en main tout ce qu'il faut. Et c'est là que c'est un peu désolant de voir une première mission économique qui se tient au nord de Chibougamau en invitant des investisseurs de la grande capitale, quand, dans le fond, je pense qu'on est capable de faire un grand bout de chemin là-dedans et encore là, assurer notre pérennité, prendre les rênes puis ramasser le profit. Il y a des projets miniers où on ne fera même pas une première transformation. On va le pelleter direct dans le wagon, on va l'embarquer dans le bateau puis on va l'envoyer de l'autre bord. Vous savez aussi... Eux autres, ils l'ont, le bateau, mais nous autres, on le manque en étoile. C'est un peu le propre, probablement, de nos régions minières, tout au moins au Québec. Situation analogue qui est vécue aussi en Abitibi, dans la région d'Amos, particulièrement. Et on en parlait tant. Est-ce qu'on peut détourner cette tendance-là des grands marchés, faire en sorte que, on puisse l'exploiter, donner une seconde et une troisième vie à ce minerai-là? On dirait qu'on s'arrête à la mentalité de Duplessis. C'est lui qui a le capital, c'est lui qui va me développer. Moi, je peux rien qu'y fournir la main-d'œuvre, l'huile de coude pour aller avec. Gars, oui, il y en a qui n'aimeront pas ce que je vais dire, mais qu'on arrête d'avoir la mentalité de coloniser qu'on a. J'ai même de la misère à le dire. Il pose pas. On ne peut pas sortir, mais tu sais, on a une occasion en or dans le faire, moi, je faire ce qu'on a. Je crois au développement. On a, par contre, aussi des contraintes sur le plan politique dans le sens suivant. Le Sud et le Nord, on a cette difficulté-là ici au Québec. Là. Moi, quand je vois à Caen un plan Sud, c'est parce que ça passe pas le plan Nord. On attise des convoitises. Pourquoi investir tant d'argent pour 10 000, 100 000 de population qui est la Côte-Nord? Voyons donc. Alors, ce que peu de gens savent,
c'est que le retour des argents qui perçoivent des communautés comme les nôtres est environ 6,10 $, du cent, et qu'alors ailleurs, la moyenne, c'est 20 $ qui doivent retourner aux communautés. On ne coûte pas cher, nous autres, là, au gouvernement. Au contraire, on est, je pense, une région à qui profite beaucoup au gouvernement, parce qu'on exploite des ressources. Maintenant, jusqu'où qu'on peut aller avec le développement, que ça va devenir encore 10 fois plus intéressant pour le gouvernement. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et je suis sûr qu'on aurait l'appui à ce moment-là des gouvernements. Est-ce que je peux me permettre, en fin d'émission, de vous demander à tour de rôle d'exprimer en quelques secondes quel est, dans votre esprit à vous, personnellement, le vœu que vous formez pour faire en sorte d'atteindre l'objectif idéal ici pour le développement de la société. Je vais commencer par vous, Mme Deschênes. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la ville de Fermont se diversifie dans son économie pour permettre une occupation durable du territoire, puis pour avoir une qualité de vie ici à Fermont, comme on a vécu dans le passé, mais que ça continue à se développer. Monsieur Bouchard. Dans une optique de développement durable, une écoute du gouvernement avec les budgets qui vont avec pour répondre aux besoins de la population. Madame Marcotte. Dans un monde idéal, une prise de position ferme de la part des citoyens, de se positionner et de dire qu'est-ce qu'on veut, parce que pour avoir une réponse claire et juste, il faut poser une question claire et juste, et pour ça, il faudra se positionner, et ça va prendre l'appui de tout le monde. Donc, c'est une mobilisation pour dire voici ce qu'on veut, de se faire entendre, puis après ça, de ne pas se faire gouverner, mais d'assurer notre propre gouvernance. Moi, je dirais pour un développement en leadership partagé, chose qu'on a parlé à la CRE Côte-Nord, participation active de la population pour qu'on se mobilise, que ce soit pour ou contre les projets miniers, mais qu'on ait aussi l'appui et le soutien du gouvernement. Je pense que ça urge. Madame Leblanc. Moi, mon souhait serait que l'on puisse être en mesure de terminer cette mono-industrialité-là et qu'on puisse réaliser de grands projets, un peu comme cette île le fait, afin d'enlever toute la pression ou de diminuer la pression qui subsiste sur les minières, qui passent pour les grands méchants loups, mais qui finalement font actuellement vivre toute une région. Tantôt, on entend des gens qui critiquent à plein les minières, tantôt on dit qu'on n'en fait pas assez, tantôt on dit qu'on prend tout le monde. C'est un peu utopique d'entendre tout ce discours-là. Si on arrivait à diversifier notre économie et à faire en sorte qu'on ne soit plus une ville mono-industrielle, je pense qu'un équilibre serait obtenu à ce moment-là. Monsieur Lebel. Moi, ce que j'espère, dans le fond, c'est qu'il y a plus de familles possibles qui viennent vivre ici, parce que c'était, tant qu'à moi, l'une des plus belles places que j'ai pu vivre pour la famille et les enfants. La sécurité, le sport, les loisirs. Je crois qu'il n'y a pas ça ailleurs. Puis je suis sincère que je dis ça. Puis j'aimerais dans le futur que les gens puissent vivre ce que moi j'ai vécu. C'est sécurisant. M. Fortin. Moi, je souhaite que la Société du Plan Nord s'implique et aide à bâtir des maisons. Puis avec toute la richesse qu'on a dans le nord du Québec, ici, là, c'est infime qu'est-ce qu'on a ici à Fermont qu'on est en train de développer. Il y a encore beaucoup de richesses qui restent à développer. Fait qu'il y a d'autres mines qui peut développer. Fait que je souhaite qu'avec la Société du Plan Nord, qu'on bâtisse des maisons et qu'on développe. M. Dupont. Moi, je suis fier d'être Fermontois, puis ce que je souhaite pour ma famille et les citoyens de Fermont, c'est maintenir la qualité de la vie pour avoir la meilleure vie qu'on peut avoir à Fermont, mais avec tout le développement qui se passe, c'est vraiment de maintenir une qualité de vie. M. Thibault. Que le minerai qu'on exploite soit transformé dans une superbe poutrelle fabriquée au Québec qui va nous être réexpédiée, qui va nous servir à l'agrandissement de nos infrastructures ici à Fermont. On aura bouclé la boucle. On arrive à Québec. Tiens, je vais réserver, puisque c'est la ville qui est notre hôte ici, je vais vous demander de patienter 30 secondes, Mme Pelletier, et permettre, avant d'arriver à vous, à M. Ducharme et à Mme Thériault, d'y aller de leur propre opinion également. Je vous résumerai ça 3 mots. Concertation, développement, diversification.
Et je terminerai en disant, en espérant qu'ils vont pouvoir voir ça. Merci. Madame Thériault. Moi, c'est un petit peu dans le sens de tout le monde, c'est que les gens se mobilisent pour dire clairement leur opinion, mais aussi que le petit peu de mobilisation qui a commencé poursuive et grandisse, parce que j'ai fait partie des gens qui sont allés au conseil de ville cette semaine pour avoir des informations par rapport à des nouveaux projets. Puis on était vraiment nombreux, puis je pense même que même Lise a été surprise du nombre de personnes qu'il y avait. Puis, contrairement à ce qu'on pense souvent, c'était beaucoup des jeunes qui étaient dans la salle. Donc, je pense que ça serait bien que la Ville se serre les coudes puis qu'ensemble, on porte nos projets à terme. C'est à vous la parole, Madame la mairesse, pour conclure là-dessus ce tour de table. Bien, premièrement, je suis vraiment très contente de voir la participation des gens ici ce soir. Je pense que ça, là, c'est vraiment important parce qu'on a toujours, Fermont, réussi à s'asseoir et à se rassembler. Alors, c'est très motivant, moi, ce que j'entends ici ce soir. C'est sûr que moi, je m'adresse un peu avec le plan Nord parce que le plan Nord représente pour Fermont vraiment une opportunité de développement, de durable, de développement, comme Pierre exprimait aussi tantôt, de nos ressources naturelles, qu'on soit capable aussi au Québec, que ça puisse également revenir chez nous, mais aussi de faire en sorte, on sait que Fermont deviendra une capitale nationale du fer, mais je pense que ça, je l'ai dit plusieurs fois, puis je vais le redire. Et tout faire en sorte que prendre en main notre développement. Alors, c'est ce qu'on doit faire ensemble, le partager, le communiquer, le bâtir et pour que notre communauté soit dynamique, parce qu'on est une communauté dynamique, même avec les changements que nous avons. Merci, Madame la mairesse. Alors, mesdames, messieurs, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir accepté l'invitation à ce forum. Et d'entrée de jeu, je suis porté à conclure en disant que pour une fois, peut-être les auditoires qui sont en dehors ici de la Côte-Nord auront vraiment une opinion concrète, formelle, réaliste de ce qu'est la réalité qui est collée à ce développement dont la ville ici fait l'objet et que vous pouvez vivre tout ça dans une sorte de consensus, malgré l'expression parfois de positions différentes, mais qui témoignent d'une chose ultimement, c'est d'une même passion que vous réussissez aussi à exprimer tout ça. Merci d'avoir été là. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine.